Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accueillir. C'est un honneur pour le courrier australien. Vous êtes à la fin de votre mandat, dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan des moments forts de votre mandat durant ces 3 années, je pense, hein? Voilà, ce qui a le plus marqué mon séjour, c'est évidemment la visite présidentielle de 2018, qui était un événement majeur et un accélérateur formidable pour nos initiatives franco-australiennes et la construction de notre partenariat. Mais j'ai eu le privilège aussi, pendant ma mission, d'accueillir à plusieurs reprises la ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, de nombreuses délégations économiques, le chef d'état-major de la Marine qui est venu 2 fois, le chef d'état-major des armées. Et tout ça illustre, je crois, la densité de nos relations qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a encore 7 ou 8 ans. On est devenus vraiment des partenaires et je pense que la France, aujourd'hui, compte beaucoup pour l'Australie. Et je citerai 3 exemples. Le premier exemple, c'est évidemment celui des sous-marins, secteur stratégique par excellence. Mais il faut bien réaliser qu'on est en train de construire avec l'Australie sa souveraineté. Donc ça suppose un niveau d'engagement des 2 parties, un niveau de confiance très fort. Et je pense que ce programme va bien, même si sa réputation souffre un peu. Je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter en aucune manière. Le programme est bien sur les rails et on va réussir ce programme et on va remplir nos engagements à travers ce programme. Le deuxième exemple, c'est la place de la France dans le Pacifique. On n'est plus du tout à une époque où la présence française était contestée. Au contraire, aujourd'hui, l'Australie apprécie la présence de la France dans cette région du monde qui est fondamentale pour elle, l'Australie. Présence à travers nos territoires, qui non seulement participent aux organisations régionales, mais sont également à la disposition des partenaires de la région pour rendre celle-ci plus stable, pour promouvoir la coopération entre les États insulaires. Et c'est tout le sens de la participation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française au Forum des îles du Pacifique. Voilà 2 exemples très importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Et vous parlez de la Nouvelle-Calédonie, les récentes élections. Est-ce que ça inquiète un peu les Australiens des résultats ou quelle est la réaction Moi, je ferai pas de commentaires là-dessus, il faut leur poser la question. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu une consultation où il y a eu 85% de participation, ce qui quand même montre la légitimité du processus électoral. Une consultation qui s'est déroulée dans les meilleures conditions, qui a donné un résultat assez clair. Bon, maintenant, il est probable qu'il y aura un 3e référendum. Donc, préparons-le sereinement et l'État a un rôle à jouer pour ramener, parce qu'il y a une forte polarisation politique, à l'occasion de ce référendum, l'État a un rôle à jouer pour ramener les partenaires autour de la table. Et c'est pour ça que notre ministre des Outre-mer est sur place pour plusieurs semaines, Monsieur Le Cornu, et qu'il est en train, au moment où je parle, d'effectuer une quarantaine, mais il va rassembler les acteurs de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour essayer de trouver un chemin commun. Alors on est dans un contexte particulier avec cette crise sanitaire du Covid. Évidemment, ça a eu des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale. Est-ce que ça a eu des conséquences aussi sur cette relation franco-australienne, sur ce contrat des sous-marins? Est-ce qu'il y a un break? Est-ce que non, pas du tout, ça continue de la même manière? Est-ce qu'on ressent ça? Bon, d'abord, je voudrais dire que ce qui me frappe au moment de quitter l'Australie, c'est que l'Australie a très bien géré cette crise. Il y a eu un problème au mois de juillet avec la rechute, si je peux dire, qui est intervenue au Victoria. Et je voudrais en profiter pour saluer nos collègues du Victoria et leur dire qu'on pense beaucoup à eux et qu'on est solidaires dans l'épreuve qu'ils traversent. Mais malgré cette épreuve, je pense que l'Australie a su bien gérer cette crise et qu'elle est sur une bonne trajectoire. Donc je sais que nos compatriotes ont encore beaucoup de difficultés pour voyager. J'espère que ça ne durera pas. Je connais les problèmes que ça pose, notamment des problèmes de regroupements familiaux, des problèmes personnels qui sont très difficiles à gérer. Mais je voudrais dire à nos compatriotes que j'ai l'espoir que l'Australie va progresser dans la bonne voie. Et que, C'est quoi la bonne voie? la bonne voie, c'est certainement pas l'éradication du virus, parce que ça n'existe pas. Mais c'est le contrôle du virus, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont une gestion, même on l'a vu dans Victoria, ils ont une gestion du virus qui est quand même testée.
suivre, tracer les gens, Finalement, on a bien peut-être communiquer. une chance d'être en Australie aujourd'hui quand on voit Oui, ce qui se passe bien en sûr, Europe. bien sûr, On bien est sûr. plus en sécurité, entre guillemets. Bien sûr, ce qui serait idéal, c'est que les gens puissent reprendre les voyages, en tout cas les voyages familiaux, ça me paraît fondamental. Donc on va continuer à essayer d'agir pour que ça puisse se faire. Mais je crois que fondamentalement, le Covid a moins affecté nos échanges en général qu'on le craignait. Je pense qu'on a encore un rôle à jouer ici, y compris dans la reprise économique. On a des points forts en Australie qui restent toujours des points forts, Qui sont, notamment les infrastructures, les transports, éventuellement le secteur minier. Et puis on a des nouveaux domaines qu'on peut explorer avec les Australiens, comme par exemple les terres rares ou l'hydrogène, évidemment les énergies renouvelables. Et là, il y a beaucoup de déjà sociétés bien françaises qui installées. auront Ouais, peut-être un rôle à jouer, une opportunité. certainement, j'ai aucun doute là-dessus et je pense que nos échanges ont moins souffert qu'on le craignait, encore une fois, mais qui vont se consolider avec la reprise. Est-ce que vous avez l'impression que l'Australie souffre moins que certains pays, et que la France notamment, et qu'elle va peut-être rebondir plus facilement de par son territoire particulier, ses ressources particulières et sa situation géographique finalement? J'espère que la France et l'Europe rebondiront vite, mais ce que je peux dire au moment où je quitte ce pays, c'est que l'Australie a deux atouts pour rebondir et réussir sa sortie de crise. Bon, d'abord, elle a un bon bilan sanitaire. Ensuite, son atout, c'est d'être dans une région extrêmement dynamique, qui a bien maîtrisé l'épidémie, l'Asie-Pacifique, et qui va tirer la reprise australienne. Parce que l'Australie fait ses échanges principalement avec les pays de la région. Et je pense qu'ils sont bien armés pour réussir la reprise. Et je pense aussi, je pourrais ajouter qu'on aura un rôle à jouer, l'Europe et la France, dans cette reprise, puisqu'on sera un partenaire de confiance, notamment dans des secteurs stratégiques, et que la France va pouvoir, une fois qu'elle aura surmonté cette crise sanitaire, s'affirmer à nouveau comme un partenaire économique et technologique majeur pour l'Australie. Et là, vous avez aussi un rôle important à jouer, puisque vous êtes donc nommé premier ambassadeur on va dire de la région Indo-Pacifique. Donc c'est une des priorités aussi du président Macron. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelles seront vos fonctions, quelle est votre mission, comment est-ce que vous allez aborder ça? Alors je ne serai pas ambassadeur pour la région, en fait, je serai ambassadeur pour l'Indo-Pacifique. Donc c'est un poste qui va consister sans doute à faire beaucoup de coordination d'abord à Paris, pour diffuser cette culture stratégique de l'Indo-Pacifique, pour reprendre les idées que le président a lancées pour la première fois ici à Garden Island et qui ne sont pas nouvelles en Australie, au Japon ou dans la région, mais qui sont nouvelles en France. Donc c'est un nouvel espace stratégique dans lequel la France veut jouer un rôle, en particulier à travers ses territoires, comme je le disais tout à l'heure, et jouer un rôle aussi pour promouvoir la paix, la stabilité, pour promouvoir un ordre international plus juste, et des équilibres régionaux sans lesquels la région ne connaîtra jamais la paix. Donc, ce rôle, il va consister à répandre cette culture d'Indo-Pacifique, à travailler avec nos partenaires européens. Progressivement, les autres pays européens se dotent d'une doctrine ou d'une stratégie Indo-Pacifique. On voudrait aussi faire en sorte que l'Union européenne elle-même, qui reste un acteur majeur dans la région en termes de développement, de présence économique, de commerce et d'investissement, on voudrait que l'Union européenne se dote d'une stratégie elle aussi. Donc je pense que dans les premiers mois, je vais travailler beaucoup avec Bruxelles. Et puis l'aspect international, eh bien, ce sera de rester en lien très étroit avec les principaux pays de la région, qui sont nos partenaires majeurs, nos partenaires stratégiques, l'Australie, le Japon et l'Inde. Et puis d'autres dans l'ASEAN, le Vietnam, Singapour, l'Indonésie. Donc j'espère que je pourrai reprendre d'ici quelques mois mes voyages dans cette région que j'aime beaucoup, mais j'aurai aussi beaucoup de travail à Paris et à Bruxelles. Alors justement, on parle de l'Europe. Il y a aussi sur la table des discussions pour un trade agreement entre l'Europe et l'Australie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoutez, la négociation a progressé malgré le Covid. Il y a eu des séances de négociation à distance qui ont permis quand même d'avancer. Moi, j'ai toujours pensé que cet accord mettrait du temps à être négocié, parce que les accords commerciaux aujourd'hui, d'abord, sont extrêmement complexes. On est ambitieux des deux côtés, donc ça prend plus de temps aussi.
Mais je suis confiant dans notre capacité de délivrer un accord qui soit équilibré, qui rencontre les préoccupations de chacun et surtout qui donne des opportunités à nos entreprises. On parle d'opportunités. Est-ce que le Brexit justement change la donne pour la France individuellement, mais aussi dans ce trade agreement? Est-ce qu'il y a une course contre la montre d'avoir un agreement avant Londres? Non, simplement on est conscient que les Britanniques ont démarré leurs propres négociations, ce qui est tout à fait normal. Je pense que ce que le Brexit change surtout, c'est que dans la perception australienne, le Brexit rend plus important les liens avec l'Europe continentale. Je pense que les liens très, très privilégiés que l'Australie entretient avec le Royaume-Uni vont rester, bien sûr. Je pense qu'il y a des similitudes culturelles, par le même langage. Le Royaume-Uni restera un partenaire majeur pour l'Australie. Je pense que l'Australie est consciente que l'Union européenne offre d'autres opportunités et je pense qu'elle va rééquilibrer sa politique, l'Australie, pour marcher sur deux pieds. C'est-à-dire qu'avant, le Royaume-Uni était aussi un pont vers l'Europe. Ça, c'est fini. D'ailleurs, pour les États-Unis, le Royaume-Uni était également un pont vers l'Europe. Avec le Brexit, Londres perd cet avantage. Mais surtout avec le Brexit, les Australiens vont vouloir établir des liens directs plus forts avec des pays comme la France et l'Allemagne. Et je crois beaucoup que le Brexit est aussi une opportunité pour nous, pour en faire davantage et pour avoir un accord plus ambitieux. Donc il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Oui, je suis optimiste et je pense qu'on aura un bon accord, mais il faut encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la population francophone et française d'Australie? Oui, je voudrais dire à notre communauté française et à nos amis franco-australiens, au terme de ma mission, que j'ai beaucoup aimé ce pays et que je trouve que vivre en Australie, c'est une grande chance. Malheureusement pour moi, ça n'a duré que 3 ans, mais c'était quand même une belle mission. Mais pour tous ceux qui vivent ici, je voudrais vous dire que j'ai apprécié beaucoup votre soutien. Et je voudrais vous dire aussi, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est vous qui faites vivre au quotidien cette relation franco-australienne, c'est vous qui bâtissez cette confiance entre nous et ces liens d'amitié qui ne cessent de se renforcer. Donc merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour la suite et j'espère que vous pourrez reprendre rapidement vos voyages dans la région et un jour vers l'Europe où vous attend avec plaisir. Un grand merci Monsieur l'Ambassadeur et all the best. Merci à vous. On va se...